Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le bilan de la 14e édition du Forum Medeis, organisé à Tanger au Maroc. L'événement s'est clôturé ce 5 novembre. Un rendez-vous qui a réuni plus de 250 experts. Appel à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine, un appel lancé lors d'une table ronde organisée au Maroc en marge de la 14e édition du Forum Medeis. D'anciens Premier ministres et ex-ministres des Affaires étrangères du continent y étaient présents. Et puis focus sur les élections générales en Guinée équatoriale. Un scrutin prévu le 20 novembre prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la rue grondée le 5 novembre au Ghana. Des centaines de citoyens ont investi les rues de la capitale Accra en vue d'exprimer leur colère contre la situation économique du pays. La situation marquée entre autres par un taux d'inflation qui a atteint 37% en septembre dernier, mais aussi par une dette importante estimée à 80% du PIB. La frustration des Ghanéens est telle qu'ils ont appelé à la démission du président Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État qui en juillet dernier a décidé de faire appel au Fonds monétaire international. Il avait donné son aval au ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, pour entamer des engagements formels avec le FMI, et ce en vue d'obtenir un soutien financier de 3 milliards de dollars. Quel bilan pour la 14e édition du Forum Medeis qui s'est clôturé le 5 novembre au Maroc. Chefs d'État et de gouvernement, ministres ou encore dirigeants d'entreprises étaient réunis à Tanger pour 4 jours de débat. 50 sessions et tables rondes étaient organisées autour du thème suivant, de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Kouassi et Cher Omar Kamara. Clap de fin du 14e Forum international Medeis qui s'est tenu du 2 au 5 novembre 2022 à Tanger au Maroc. Réunissant près de 250 intervenants et plus de 5000 participants, ces rencontres de 4 jours ont permis aux intervenants de réfléchir et d'échanger sur une cinquantaine de thématiques prioritaires à l'agenda international et du continent africain. Monsieur Brahim Fassi Firi, président de l'Institut Amadeus, s'est réjoui de cette 14e édition du Forum international Medeis. À l'issue de cette 14e édition, je peux que me réjouir du résultat de ces 4 jours intenses de débats, également intenses, sur plus d'une cinquantaine de thématiques prioritaires dans un contexte international bouleversé. Je peux que me réjouir du fait qu'à Tanger se sont réunis plus de 250 intervenants autour de 5000 participants issus de 100 pays, plus de 100 pays. Ceci confirme que le Forum Medeis est définitivement installé dans l'agenda international des grandes conférences, mais aussi que ce forum pèse puisque des décideurs politiques de premier plan, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, hauts responsables, mais aussi acteurs économiques de premier plan se réunissent ici pendant 4 jours pour réfléchir ensemble, mais aussi pour décider de décider ensemble. José Maria Pereira, président du Cap-Vert, a également souligné l'importance de ce forum qui, pour lui, est un espace de réflexion et d'imagination du futur du continent. Et très important, c'est un espace de réflexion stratégique sur le futur de l'Afrique. Nous devons penser l'Afrique, comment nous pouvons profiter des opportunités qui existent maintenant pour garantir la transformation socio-économique de notre continent. Et Medeis, c'est un espace de réflexion et d'imagination du futur du continent. À noter que les Medeis s'inscrivant dans l'agenda des grandes conférences mondiales, se présentant comme une institution pour un dialogue nord-sud, ont lieu au mois de novembre de chaque année à Tanger au Maroc. Pour Africa 24, Marcel Kouassi, envoyé spécial à Tanger au Maroc. Et en marge de ce forum, une table ronde était organisée ce 4 novembre. Une table ronde placée sous le thème « L'Union africaine à l'aune de la question du Sahara marocain » et qui a réuni des anciens premiers ministres et ex-ministres des Affaires étrangères du continent. Durant cette réunion, ces personnalités ont appelé à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Cher Omar Kamara et Nathalie Mou.
En marge du Forum international MEDES qui s'est tenu du 2 au 5 novembre 2022 à Tanger au Maroc, d'anciens premiers ministres et des ministres en fonction ont, à l'issue d'une table ronde, lancé un appel à l'expulsion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. Les initiateurs de l'appel de Tanger ont réitéré la nécessité de respecter les principes du droit international, de la souveraineté et de l'indépendance des États africains. Nous suivons cette dynamique de vouloir renforcer l'Union africaine et nous pensons que l'RSD a été admis malencontreusement. C'était une erreur qui a été faite et nous avons aujourd'hui, en marge de la rencontre des MEDES, nous nous sommes réunis et nous avons appelé aux pays africains d'engager un processus d'exclusion de cette institution, parce que c'est un précédent qui risque d'être fâcheux pour l'avenir du continent. La République arabe sahraoui démocratique, qui est membre de plein droit de l'organisation panafricaine depuis 1982, réclame un référendum d'autodétermination. Le Maroc, de son côté, rejette toute autre solution qu'une autonomie sous sa souveraineté. Après l'appel de Tanger, l'Institut Amadeus, organisateur du Forum MEDES, recommande la rédaction d'un livre blanc à soumettre à l'Union africaine pour expliquer les raisons juridiques, politiques et administratives de ce choix. Pour le panafricanisme, pour le renforcement de l'Union africaine, nous ne pouvons pas accepter que des entités qui font de la séparation et du sécessionnisme et qui ne constituent pas des États soient au sein de cette organisation, parce que cela décrédibilise la totalité du fonctionnement de l'Union africaine. Pour les initiateurs, l'appel de Tanger s'inscrit dans la vision panafricaine durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à savoir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Dans l'actualité également, le Zimbabwe entend renforcer sa coopération économique avec l'Égypte. Une ambition dévoilée par le ministre des Finances, Mthuli Ncube, qui participait le 3 novembre à une table ronde centrée sur les opportunités d'investissement au Zimbabwe lors de l'Africa Investment Forum. L'occasion pour le ministre de présenter les potentialités du pays, notamment dans le secteur de l'acier. Autre secteur que le pays souhaite développer, celui du tourisme. Pour ce faire, le dirigeant espère bénéficier de l'expertise égyptienne. Il a ainsi lancé un appel adressé aux investisseurs égyptiens. La Guinée équatoriale se prépare à l'approche des élections générales prévues le 20 novembre prochain. Le coup d'envoi de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel a été donné ce 3 novembre. Plusieurs candidats sont en lice, dont le président sortant Teodoro Obiang Nguema Bazogo. À 80 ans, l'actuel chef de l'État est en quête d'un 6e mandat. Les précisions de Nathalie Mou. En Guinée équatoriale, des élections combinées présidentielles, législatives et municipales anticipées se tiennent le 20 novembre 2022. Un contexte électoral marqué par une politique d'ouverture de ce pays considéré comme l'un des plus fermés au monde. En mai 2022, la Guinée équatoriale a accueilli un sommet de l'Union africaine consacré aux défis sécuritaires et humanitaires du continent. De plus, le pays qui a aboli la peine de mort en septembre 2022 présidera l'Organisation des pays producteurs de pétrole en 2023. Le pays essaie de s'ouvrir au monde extérieur avec les sommets et la participation à des instances internationales, mais il ne faut pas oublier le fait que de multiples ONG dénoncent l'autocratie qui sévit en Guinée équatoriale. 3 partis politiques sont en lice pour les élections. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE au pouvoir, la Convergence pour la démocratie sociale et le Parti de la coalition social-démocrate, ex-allié du PDGE pour les élections du 20 novembre 2022. Le PDGE, pour se maintenir au pouvoir, a formé une coalition électorale avec 14 partis de l'opposition dite démocratique. La campagne électorale est en cours depuis le 4 novembre 2022 dans le pays. Le pouvoir tient les rênes de tous les compartiments de la vie sociopolitique et ensuite, même dans les législatives, on voit que le parti au pouvoir occupe pratiquement 99 des 100 sièges à la basse-cour. Alors,
Le président Teodoro Obiang-Nguema a été investi candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale à la présidentielle le 23 septembre 2022. Il est en course pour un 6e mandat, perçu par des observateurs comme la fin d'un espoir d'alternance au pouvoir dans le pays. Le gouvernement a justifié l'anticipation des élections équato-guinéennes par le souci de réduire le coût du processus dans un contexte de fortes contraintes économiques, notamment l'instabilité du prix du baril de pétrole à l'international. Il accède à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Le président Paul Biya a célébré ce dimanche ses 40 années passées à la tête du Cameroun. 4 décennies marquées entre autres par cette volonté de consolider l'unité nationale. Un chantier qui se heurte toutefois à plusieurs obstacles, dont la crise anglophone qui touche le nord-ouest et le sud-ouest. Corinne Kamzefem. Pour sa première prestation de serment le 6 novembre 1982, le président Paul Biya, technocrate, tout juste 49 ans, s'était engagé à conduire le Cameroun selon les options d'indépendance et d'unité nationale, de paix, de développement économique, social et culturel sous fond de libéralisme planifié, de développement autocentré et de justice sociale. Dans les années 80, la forte détérioration des termes de l'échange a compromis notre marche en avant. 10 ans plus tard, la crise économique et financière mondiale a brisé notre élan et ralenti notre croissance. Face à l'adversité, nous avons élaboré une stratégie de développement articulée en 3 temps. Les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités. Le président Paul Biya a surtout conduit la transition démocratique, grâce à laquelle il a été réélu cette fois à la tête du Cameroun. De nombreuses années consacrées aussi à consolider les acquis d'unité nationale autour du bilinguisme d'un Cameroun marqué par son passé colonial. Cependant, les revendications séparatistes exacerbées en 2017 par des groupes extrémistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont réussi à fragiliser ce chantier. Pour expliquer cette crise, il a souvent été évoqué un sentiment de marginalisation qu'éprouveraient les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Je voudrais à cet égard redire à nos compatriotes de ces régions, mais également à ceux des 8 autres régions du Cameroun, que la marginalisation, l'exclusion ou la stigmatisation n'ont jamais inspiré l'action des différents gouvernements que j'ai formés depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. I have formed since I became president of our country. 40 ans au pouvoir, c'est aussi un leadership international constant du président Paul Biya, dont la diplomatie est marquée par la non-ingérence et le non-alignement. Des options qui garantissent au Cameroun des partenariats multiformes avec des acteurs de tous bords. En Afrique centrale, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram s'est véritablement structurée avec la mobilisation du Cameroun dans le bassin du lac Tchad. Et malgré l'inflation qui altère les conditions de vie des populations, le Cameroun est une véritable locomotive économique dans la sous-région. Cette conférence est importante pour l'Afrique centrale parce que le Cameroun représente en moyenne 40% du PIB de la sous-région. Et comme on dit, quand le Cameroun tousse, toute l'Afrique centrale s'arrête. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mise en place des institutions et mécanismes prévus par la loi fondamentale, lutte contre la corruption, d'autres défis parmi les plus marquants auxquels s'est attaqué le président camerounais ces 40 dernières années. La rigueur et la moralisation qu'il avait instruit dans la décennie 80 ont conduit à une lutte acharnée contre la malgouvernance au travers de l'opération Épervier. Des chantiers à parfait et qui suscitent de nombreuses interrogations sur une éventuelle candidature de l'homme du 6 novembre, alors que la prochaine présidentielle devrait se tenir en 2025. L'actualité, c'est aussi l'arrestation au Sénégal du journaliste d'investigation Papa Alé Niang. Une arrestation survenue le dimanche 6 novembre à son domicile. Il a ensuite été conduit dans les locaux du commissariat central de Dakar. D'après l'un de ses avocats, maître Cyril Clédorli, Papa Alé Niang a été interpellé pour, je cite, recel et publication de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion et propagation de
fausses nouvelles. Lors d'une émission diffusée le 6 novembre, le journaliste aurait divulgué des documents secrets en lien avec l'affaire Sweet Beauty, affaire qui met en cause le leader du PASTEF Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor est depuis 2021 visé par une plainte pour viol déposée par une employée d'un salon de massage à Dakar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.